Merci beaucoup Alain pour cette introduction. Je dois dire que l'émotion a été plus que partagée parce que je t'écouterai pendant des semaines de manière continue. Ton humour et ton sens de l'image font que tu as un discours absolument passionnant. Alors je te remercie d'autant plus de m'inviter parce que les historiens du nazisme ont des choses généralement assez peu amicales à dire aux scientifiques et à la science. Alors il n'est pas question, surtout pas, de faire le procès de la science parce que je suis personnellement un rationaliste en diable, très Troisième République et très radsoc. Le radical socialisme reposant du national-socialisme, en l'occurrence. Et puisqu'il a été question d'anniversaire aussi, on a parlé de centenaire et de bicentenaire, les historiens du nazisme ont aussi leur anniversaire cette année, puisque nous célébrons les 80 ans de l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler. Alors, je ne vais pas faire le procès de la science aujourd'hui, certainement pas. Simplement, essayer de faire œuvre d'historien en tentant de comprendre, et non pas de juger, comme le disait Marc Bloch, comment la politique, et non pas le politique, a pu être saisie par la biologie. Et j'inclus là-dedans la médecine, dans une séquence qui s'étend de la fin de la deuxième moitié du XIXe siècle jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Époque d'un acmé scientiste, dans la pratique de la science et hors de la pratique de la science. Et je voulais vous en parler en développant un exemple un peu paradigmatique qui est mon objet d'étude, l'Allemagne du Troisième Reich, un exemple qui pose problème, vous le savez, à bien des égards. Et le premier problème, c'est dans ces lieux mêmes que Michel Foucault a parlé, à propos du nazisme, de biopolitique. De politique au sens très restrictif et descriptif, d'ailleurs, d'un ensemble d'actions cohérents et coordonnées par la puissance d'un État. Biopolitique, donc, comme politique au service du vivant, et au-delà de cela, d'une politique tout entière arraisonnée à la protection et au développement d'une certaine forme de vie. Alors, je parle de politique entre parenthèses et de la politique et non pas du politique, parce que dans la vision du monde nazi, dans la Weltanschauung nazie, on ne peut plus guère parler de politique au sens générique et masculin du terme. La police, la cité au sens où la tradition, depuis la Grèce et la Renaissance et les Lumières, l'a conceptualisée, cette cité-là est totalement dissoute par les nazis qui ne conçoivent plus eux-mêmes le groupe humain au sens de société politique, mais au sens de communauté organique, au sens quasi anatomique du terme, on va y revenir. Alors, Foucault a forgé un néologisme qui est celui de biopolitique. D'autres néologismes ont suivi, biocratie, ethnocratie, anthropotechnie, etc. Des néologismes parce que le projet nazi et les pratiques nazies semblent exorbitants au langage et aux conceptions traditionnelles qui régissent l'action politique en Occident depuis des siècles. Par ailleurs, la brutalité avec laquelle le projet nazi a été mis en œuvre dans un temps très court, sur des espaces très vastes, dans un temps très court, avec une intensité, une extension absolument inédite en histoire, cette brutalité, donc, nous semble par ailleurs parfaitement étrangère à notre temps et à notre lieu. Notre temps, disons, la modernité née de la révolution industrielle, depuis la deuxième moitié du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui, et notre lieu, l'Europe et au-delà l'Occident. Cela dit, plus on étudie les sources, et personnellement ça fait 10 ans que je m'y consacre, plus on étudie les sources, plus on se rend compte que le nazisme et sa politique de la vie, puisque c'est ça qui nous réunit aujourd'hui, n'ont rien d'anormaux ou n'ont rien d'anomaux dans le contexte de l'Occident de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Dans l'inspiration, en tout cas, dans les idées qui le structurent, ce projet du moins. Ce qui signe l'originalité nazie, et j'y reviendrai, c'est moins la radicalité de l'idée, donc dans l'aspect qualitatif du projet nazi, si vous voulez, que l'extension des pratiques et la rapidité, donc dans la quantité, dans l'aspect quantitatif. C'est d'ailleurs le cas de tous les projets nazis et de l'ensemble du projet nazi et de toutes les pratiques mises en œuvre par le Troisième Reich. En gros, après 1945, on était tellement horrifiés par ce que l'on a vu de ce qu'ils avaient fait qu'on a fait basculer les nazis, entre guillemets, d'ailleurs très circonscrit généralement à une petite élite de fous furieux ou de criminels organisés, en bande organisée. On a fait basculer donc ces nazis dans de l'infrahumain ou du parahumain. La sauvagerie, la barbarie, la folie ou la théologie du mal absolu, ce sont des explications très courantes et récurrentes qui reviennent incessamment dans le débat public. Et c'est très commode d'ailleurs pour nous exonérer nous-mêmes et pour nous dispenser de penser
notre temps et notre lieu. Notre temps, en l'occurrence, la modernité post-1850, si vous voulez, et notre lieu, en gros, l'Occident d'après la révolution industrielle. Alors, je vais essayer de voir ça de plus près avec vous, à l'exemple donc de la politique du vivant, qui est sans doute l'entrée la plus féconde que l'on peut proposer pour étudier et tenter de comprendre, au sens de Marc Bloch, hein, certainement pas excuser ou adhérer, mais comprendre, c'est-à-dire ressaisir de l'intérieur, penser de l'intérieur, c'est une démarche d'historien culturaliste, si vous voulez, comprendre donc ce projet et ses pratiques nazies. Alors, le projet, il est formulé dans des termes quasi scientistes. D'ailleurs, beaucoup de médecins participent à cela. Le projet nazi, on peut le décrire comme la volonté d'encourager la croissance et l'amélioration d'une substance biologique, qui est conçue d'ailleurs dans des termes très réifiants. Les nazis réifient beaucoup, ils objectifient beaucoup, non seulement l'extérieur, l'allogène, le slave notamment, le juif, mais qui est lui catégorisé ni dans l'animal, ni dans l'infrahumain, mais dans l'extra-humain, puisque le juif est d'ordre viruséen ou bactériologique hein, pour les nazis. D'ailleurs, il va être assujetti à un traitement médical de ce point de vue-là. Mais donc les nazis réifient, quantifient beaucoup, réifient les autres, mais aussi eux-mêmes, leur substance. Hein, ils ont un regard très désenchanté, au fond, sur leur propre matérialité physique, leur propre substance biologique. Et ils estiment que cette substance-là, ce fond-là, biologique, doit être encouragé, amélioré et développé. Schutz und Mehrung der arischen Rasse, hein, c'est une expression qui revient tout le temps dans les sources, protection et développement, accroissement de la race aryenne ou de la race nordique. Ce sont les hiérarques du régime qui le disent, mais aussi des médecins, des juristes qui l'affirment et qui en font d'ailleurs le socle d'une normativité juridique et morale assez impérative. Et d'autant plus impérative puisque c'est un impératif naturel, donc non pas obligatoire, mais nécessaire. Nécessaire, apodictique. Alors, cet objectif-là, ou ce projet-là, présuppose l'idée de race, qui est l'idée au monde la mieux partagée dans l'Occident des 19e et 1er 20e siècles. La science et les sciences par excellence que sont devenues, dans la seconde moitié du 19e siècle, la biologie et la médecine, ont montré, pour les contemporains de l'époque, ont montré de manière irréfutable, lit-on dans les sources, que les phénotypes, les apparences physiques, trahissent des familles, voire des espèces différentes, avec une espèce de polygénisme rampant qui a tendance à se développer. Quand on est tellement différent d'un point de vue physique, c'est que forcément on doit appartenir à non pas seulement à des familles, mais à des espèces différentes. Donc ça, c'est un fond commun racialiste, hein, pour suivre le terme qu'emploie Pierre-André Taguieff, le racialisme, qui est une conception de l'humain en tant que le genre humain, enfin, s'il existe, est divisé en races. Ces races sont non seulement distinctes, mais différentes en qualité, et, conséquence normative et politique, les mélanges entre ces races sont donc malvenus. Et c'est là qu'on passe du racialisme, simple constat d'une différence phénotypique à raisonner à une différence de famille, voire d'espèce, au racisme. C'est-à-dire une volonté politique d'agir à partir de ce racialisme sur les relations entre les hommes. Alors tout cela est répété et dit partout, partout. Hein. Je suis toujours soucieux, en tant qu'amoureux de l'Allemagne, de dégermaniser la question nazie, et la question de la Shoah aussi, on pourrait en parler. C'est quelque chose qui est dit partout. Broca, en France, s'est illustré dans ce domaine, mais beaucoup de Britanniques et de Français, ce qui n'est pas très étonnant, puisque la Grande-Bretagne et la France étaient quand même les deux premiers empires coloniaux au monde, hein, ce qui est une réalité qui a pu aussi entrer en synergie avec le développement des sciences à l'époque. Le racisme, c'est une sécrétion britannique, française, américaine, pour les raisons historiques et sociales que nous connaissons. Empires coloniaux externes ou empires coloniaux internes, avec le contingentement, voire l'éradication d'une substance halogène qu'ont pu représenter les Indiens natifs d'Amérique pour les États-Unis. D'ailleurs, les nazis ne cessent de multiplier les références, les hommages et les révérences envers les Britanniques et les Français pour leurs empires et les Américains pour leur État. Ils se conçoivent d'ailleurs, les nazis, c'est pour ça que je suis toujours soucieux de les remettre dans leur temps et dans leur lieu, ils se conçoivent d'ailleurs comme le plus pur produit de notre modernité occidentale. Ils sont les premiers à le dire, nous sommes les premiers de la classe. Hein, bon. Nous appliquons des logiques qui sont les vôtres, colonialistes, capitalistes, eugénistes, etc. Alors, tout cela donc est
est partagé par tout le monde à l'époque, ou quasiment tout le monde, à droite comme à gauche d'ailleurs. Et ce que montre également la science aux yeux des contemporains, c'est que la substance biologique qui est le concret biologique par excellence, la race, cette substance qui nous fait être physiquement et intellectuellement, parce que le phénotype n'est pas d'ordre purement physique uniquement, mais il est également d'ordre intellectuel, psychique. Il y a tout un développement à la fin du XIXe siècle d'une nouvelle science qui s'appelle la psychologie raciale, où l'on vous montre que la couleur de la peau et les qualités biologiques déterminent des esprits différents, des cultures différentes, des psychologies différentes. Tout cela est très développé. Eh bien, la substance biologique donc, qui arme notre existence, qui nous fait être, cette substance est menacée, dit-on, depuis la fin du XIXe siècle. Menacée parce que la modernité, avec ses échanges, nous mélange, nous dégrade et nous épuise. Vous avez dans la science de l'époque le contre-coup d'une modernité industrielle, urbaine, en fort développement, qui est actée par les discours des scientifiques, et qui nous disent tous, notamment à la fin du XIXe siècle, que ce qu'on appelle en Allemagne le Asphaltmensch, l'homme de l'asphalte, l'homme du goudron, l'homme de la grande ville, est un être dégénéré. Les circulations, les mélanges, les échanges, les migrations, l'épuisement physique et moral qui sont induits par l'exode rural, par l'urbanisation, par l'industrialisation, par la révolution industrielle, par le déracinement, dit-on à l'époque, métaphore biologique subreptice, mais ô combien importante avec ce qu'elle entraîne en termes d'effet de réel. Le déracinement, ça veut dire qu'on est un arbre quand même, bon, c'est pas neutre. Tout cela est répété à l'envi par les médecins et les biologistes qui s'intéressent, d'ailleurs, avant 1914, à des phénomènes comme l'énervement, grande catégorie du temps, l'épuisement, etc. Sans parler de cet intérêt qui se développe pour des pathologies mentales qui sont, selon les scientifiques du temps, les produits de cette modernité industrielle, urbaine, déracinée. Comme il n'est de richesse que d'hommes, la politique, au sens de puissance de l'État et de ses projets, se saisit à la fin du XIXe siècle, ou est saisie par ces idées-là. D'autant plus que les découvertes en France de Pasteur et en Allemagne de Robert Koch, bacille de Koch, comme on dit en français, mais c'est Robert Koch en allemand, montrent l'interdépendance sanitaire des êtres qui appartiennent à une communauté ou à une société. Je distingue communauté et société parce que c'est précisément à la fin du XIXe siècle que l'on crée ces deux catégories, la société étant ce groupe humain en tant qu'il est constitué par la liberté des individus, je choisis d'y adhérer ou je choisis d'en sortir, théorie du contrat social, conception française de la société, par opposition à la communauté qui, elle, est organique, essentielle et qui est déterminée par la nature. Tout cela apparaît également à la fin du XIXe siècle sous la plume des sociologues, d'ailleurs pas de droite, Ferdinand Tönnies n'est pas précisément un homme de droite, c'est intéressant. Donc les découvertes de Pasteur et de Koch démontrent l'interdépendance nécessaire et sanitaire des individus, dès lors que l'on peut être contaminé par une simple coexistence dans un même espace, que le contact entre nous est invisible par l'air que nous exhalons et par l'air que nous inhalons, eh bien, l'État est fondé à se saisir de ces questions-là pour développer des politiques sanitaires. La santé devient donc un objet de politique publique par excellence au tournant du XXe siècle parce qu'elle touche éminemment à la vie publique, à la publicité, à la coexistence des êtres, et elle assure ou elle menace la pérennité d'un groupe. Un groupe qui, je vous le disais, peu à peu, malgré l'influence française et l'influence des Lumières françaises au XIXe siècle, un groupe qui est de plus en plus conçu sous l'aspect de la communauté organique. Vraiment une idée qui se développe sous l'influence de la science. En fait, c'est une idée contre-révolutionnaire, je fais juste une petite parenthèse, pour combattre l'idée délirante, dans le contexte du XVIIIe et du début du XIXe siècle, l'idée française délirante, française pour aller vite, l'idée de Rousseau selon laquelle le groupe humain est fondé non pas sur la détermination historique, théologique ou naturelle, mais sur la libre volonté, le libre arbitre des individus. Pour contrer cette idée-là, la contre-révolution, très rapidement, Burke, Mestre, etc., ont introduit l'idée d'une détermination. La détermination, la première des contre-révolutionnaires, elle est théologique. C'est Dieu qui fait être le groupe. Et c'est Dieu qui vous assigne une place dans ce groupe. Peu à peu, au cours du XIXe siècle,
le recours à la transcendance divine, à la détermination théologique fait de plus en plus rigoler de gens, donc on évite de parler de Dieu pour parler de la nature, haute forme de transcendance, et de transcendance sérieuse cette fois-ci, parce que palpable, expérimentable, constatable, étudiable, transcendance donc de la nature qui détermine à être. Et c'est une idée d'ailleurs que les nazis vont reprendre bien évidemment. Alors, c'est dans ce contexte de fascination scientiste et d'importance de la biologie et de la médecine, d'importance croissante, que la culture politique en Europe et également aux États-Unis se médicalise et que le culturel en général se naturalise. Quand je parle de culturel, je parle d'abord du culturo-culturel, ce qu'on entend par culture, la production des œuvres artistiques. Les fins de siècle, à la fin du XIXe siècle, ceux qui se désignent eux-mêmes comme les fins de siècle, sont des énervés, dit-on, des énervés, des gens dont les nerfs sont malades, dont le système nerveux est affecté. Et la décadence, dont on se réclame dans des mouvements artistiques, est perçue comme une dégénérescence. Décadence, phénomène culturel et moral, rapporté à un phénomène physique, un symptôme d'un phénomène physique qui serait la dégénérescence. Toute œuvre humaine en général est arraisonnée à cette lecture biologique, puisque tout apparaît de plus en plus comme un symptôme biologique d'une biologie saine ou malade. Les nazis le prouveront avec leur conception de l'art dégénéré. Il faut prendre ce terme d'art dégénéré au sens le plus littéral du terme, dégénéré, c'est-à-dire déchu de sa race, déchu de sa biologie. Entartet, ça veut dire qu'il est tombé hors de sa art, la art qui est un des mots pour dire race en allemand et dans la langue nazie. Pour décrire les phénomènes humains de manière plus générale, les sciences de l'homme à l'époque, sciences de l'homme qui se développent aussi à la fin du XIXe siècle, je pense à la géographie par exemple, se naturalisent, sans parler de l'histoire aussi qui recourt très volontiers à des explications naturalistes, à des déterminations naturelles. Les sciences de l'homme se naturalisent. Pour reprendre l'exemple de la géographie et la géopolitique vont, de manière assez chafouine, à la fin du XIXe siècle, emprunter aux sciences naturelles un concept qui est propre et qui a été forgé par les sciences naturelles, qui est celui de biotope. Cet espace qui est indispensable, qui est nécessaire à la vie d'un être, qu'il soit une plante ou un animal. Bien, biotope, en allemand, ça se dit Lebensraum, figurez-vous. C'est la traduction littérale, c'est la germanisation littérale du grec biotope, bios, leben, topos, raum. Eh bien, ce Lebensraum, qui est un terme des sciences naturelles, passe rapidement à la géographie, à la géopolitique, et ensuite, de la géopolitique, passe à la politique tout court, puisque sous l'ère wilhelminienne, à partir des années 1890, l'Allemagne réclame son Lebensraum. Déjà, l'Allemagne qui se conçoit comme un espace encerclé et trop faible pour nourrir sa population, ce sera d'ailleurs une longue... cette argumentation va avoir une longue postérité. L'Allemagne réclame cet espace qui est nécessaire, qui est indispensable à sa vie. Concept des sciences naturelles. Et peu à peu, donc, on se rend compte que les sciences humaines accréditent cette idée selon laquelle la vie humaine n'est plus le lieu culturel de la liberté, mais le lieu naturel de la nécessité. Il faut manger, il faut se nourrir, il faut conquérir, il faut s'étendre, etc. Toutes ces idées-là, pardon, mais je vais vraiment au grand galop, c'est une fresque un peu rapide, toutes ces idées-là, toutes ces tendances-là sont accentuées par la Grande Guerre. Grande Guerre qui, au passage, s'est faite au cœur de l'Europe au nom de ces idées-là aussi. Après la Grande Guerre, lorsque l'Europe se rend compte du désastre, 80 millions d'hommes mobilisés, un peu plus de 10 millions de morts violentes du fait de la guerre, je ne parle que des morts militaires, sans parler des morts civiles. Après, dès 1918, l'idée, là aussi biologisante ou médicalisée, du suicide biologique d'un continent apparaît et domine la littérature et la pensée des contemporains. Suicide biologique d'un continent, suicide de la race blanche, qui revient incessamment dans les sources, puisqu'il est impossible, selon les contemporains, de décrire autrement cette folie qui a pris l'Europe et qui a abouti à la mort violente de millions d'individus. Outre la mort par artefact, du fait des obus, du fait des armes, etc., il y a eu également la mort par la maladie qui a frappé et qui a tué en Europe, cette grippe espagnole,
épidémie de grippe espagnole, qui a d'ailleurs, au passage, essentiellement touché l'Allemagne, avec beaucoup de violence. Tout simplement parce qu'une réalité physiologique assez immédiate, qui est que l'Allemagne, puissance centrale, a été soumise à un blocus très efficace de la part des Alliés, que l'on meurt de faim littéralement en Allemagne à partir de 1917. Les Allemands appellent ça le Kohlrubenwinter, l'hiver de la famine 1917-1918. Au passage, c'est une des causes d'un phénomène qui s'appelle une révolution. Il y a eu une révolution à l'automne 1918 en Allemagne. Et donc, la grippe espagnole a frappé avec une force particulière en Allemagne des organismes affaiblis, des organismes qui étaient frappés par la dénutrition. 1 million de morts quand même. 1 million de morts civiles en Allemagne. Et ça aussi, c'est un traumatisme terrible qui frappe l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale et pendant l'entre-deux-guerres, puisque l'Allemagne prend d'autant plus conscience de sa vulnérabilité, puissance encerclée, le Sperrfeuer Deutschland, le tir de barrage autour de l'Allemagne, a permis ce blocus qui a engendré la mort d'1 million de civils, mort d'1 million de civils dont on ne peut pas faire le deuil d'ailleurs, puisque l'Allemagne a perdu, que le Kaiser est parti sans laisser d'adresse et qu'il n'y a plus d'Allemagne après 1918 aux yeux des contemporains. Tout cela, l'expérience de la famine, de l'affaiblissement physiologique, de la dénutrition, va avoir un rôle très important dans la politique nazie des années 30 et 40. Puisque si on est mort de faim entre 17 et 19 en Allemagne, on ne mourra pas de faim entre 43 et 45 en Allemagne. Les nazis vont y veiller, au prix évidemment de la prédation, la spoliation de l'Europe entière. Les Slaves peuvent mourir, les autres aussi, mais pas les Allemands. Quand les Américains arrivent en Allemagne, ils sont surpris de voir des joues roses. Alors que, quand vous regardez les photos de 1918 en Allemagne, les visages sont émaciés et les joues sont creusées. On meurt de faim. C'est en Allemagne, précisément, dans les années 1920, que ces idées-là d'épuisement substantiel, de dégénérescence, de maladie, vont être particulièrement présentes, voire omniprésentes. Et je dis omniprésente sur l'échiquier politique parce que on retient beaucoup de cette époque Oswald Spengler, par exemple, qui était professeur de biologie au passage, en lycée, et sa décadence de l'Occident, ou sa fin de l'Occident. Mais on oublie que c'est la République de Weimar, et pas seulement des gouvernements de droite, qui va encourager le développement de la biopolitique dans les années 1920 en Allemagne. Parce qu'on prend conscience du creux démographique et de l'hémorragie qui a été provoquée par la Première Guerre mondiale, on prétend prendre conscience de la dégénérescence qui frappe la race blanche, dit-on, et donc on va mettre en œuvre des politiques de santé, des politiques coercitives de santé, politiques positives qui touchent la nutrition des nourrissons, le développement des crèches et des lieux d'accouchement, la nutrition dans les écoles, le développement du sport. C'est la grande époque du sport et du nudisme en Allemagne, cette époque-là, où on veut régénérer le corps par une relation immédiate à la nature, retrouver cette relation immédiate à la nature qui a été coupée, qui a été interdite par la révolution industrielle, parce qu'on a été déraciné. Bref, c'est à cette époque également que l'on installe, et ça c'est un historien britannique, Paul Windling, qui l'a très bien montré dans un livre majeur qui s'appelle Epidemics and Genocide in Eastern Europe. C'est à cette époque-là, sous la République de Weimar, que l'on installe aux frontières de l'Allemagne, à l'est, nouvelle frontière, puisque vous savez que l'Allemagne a dû céder de ses territoires à la Pologne, qui est recréée, à la Tchécoslovaquie, qui est créée par le traité de Versailles. C'est à cette époque, donc, sous la République de Weimar, que l'on installe sur les postes-frontières, aux postes-frontières, des stations de désinfection obligatoires pour quiconque veut entrer en Allemagne. Tous ces va-nu-pieds, ces gueux et ces mendiants qui viennent de l'Est, de Pologne, des pays baltes, d'Ukraine, de Biélorussie et de Russie, tous ceux qui fuient la révolution bolchevique et ses conséquences, eh bien, vont être filtrés, vont être assujettis à un sas de décontamination. C'est d'ailleurs le nom que portent ces stations, Entwesung, Entseuchung, décontamination, désinfection, pour recevoir le visa, sas de désinfection, où tout simplement on vous met nu, on vous place dans une douche de désinfection et l'on vaporise à très haute température vos vêtements pour les déverminiser. C'est également sous la République de Weimar, et encore une fois, pas seulement sous des gouvernements de droite. La gauche partage ce scientisme et cette
conviction du progrès par la science, c'est à cette époque que l'on donne des crédits très importants à ceux que l'on appelle les Rassenhygieniker, les eugénistes, ceux qui pratiquent la Rassenhygiene, l'hygiène de la race, l'eugénisme. C'est à cette époque que l'on va doter de financements très abondants la DFG, la Deutsche Forschungsgesellschaft, qui est la société qui chapeaute la recherche en Allemagne, et les Kaiser Wilhelm Institute, qui deviennent les Max Planck Institute à cette époque. C'est sous Weimar que s'édifient par exemple les superbes locaux de Dahlem, à l'ouest de Berlin, où s'installent dans les années 20. C'est pas postérieur à 1933, c'est antérieur à 1933. C'est dans ces locaux superbes, qui existent toujours, que s'installent Ottmar von Verschuer, Ernst Rüdin, Fritz Lenz, enfin tous les papes de l'eugénisme racial de l'époque, dont les recherches sont tout à fait acceptées et tout à fait valorisées dès cette époque. La gauche donc est partie prenante de ce mouvement-là, parce que progressiste, elle est soucieuse de suivre les conclusions de la science pour améliorer la race ouvrière, dit le SPD, du prolétarische Rasse, qui doit être encouragé, soutenu, nourri et amélioré. Et par ailleurs, lorsqu'on regarde un peu plus précisément les auteurs et les savants, Karl Binding et Alfred Hoche, qui sont auteurs en 1920, immédiatement après la Première Guerre mondiale, d'un livre qui s'appelle « L'autorisation de l'extermination de la vie indigne d'être vécue », Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens. Ces deux auteurs ne sont pas précisément classés à droite à l'époque. Alfred Hoche, d'ailleurs, qui est marié à une juive, sera même émérité de force par les nazis dès 1933. Voilà pour les tendances politiques en contexte interne. Les églises, alors on retient souvent que les églises ont protesté contre la politique d'euthanasie obligatoire dans les années 30, mais c'était très largement exagéré, cette idée-là. Je vous ai cité Hoche et Binding avec leur livre de 1920. Le deuxième grand livre qui appelle à une politique d'État de castration, stérilisation obligatoire, voire d'élimination physique, c'est un livre écrit par un théologien qui s'appelle Joseph Meyer en 1927, un livre intitulé Gesetzliche Unfruchtbarmachung Geisterkranker, donc la stérilisation par la loi des malades mentaux, avec l'imprimatur de la conférence des évêques de Fulda, des évêques catholiques. Von Galen, dont on dit qu'il a protesté hautement en 1941 contre l'opération T4, c'est vrai, il a fait un sermon où il disait si on continue comme ça, c'est les vieux et les blessés de guerre qui vont être euthanasiés, certes, mais en 1936, von Galen, évêque, rencontre Hitler à Berchtesgaden pour dire d'accord, on ne dira rien sur la politique d'euthanasie, vous avez raison de les castrer, c'est pas un problème. Ce qu'on demande, nous, Église catholique, c'est la discrétion. Ne vous en vantez pas trop, et tout ira bien. Il proteste en 1941 parce que la politique n'est pas du tout discrète. Pas du tout. Quant aux théologiens et aux évêques et à l'Église protestante, j'ai retenu un courrier qui m'a semblé d'un jésuitisme d'autant plus admirable pour un protestant. Un évêque protestant écrit en 1941 à Wilhelm Frick, le ministre de l'Intérieur, je cite, pour dénoncer formellement ce qui se passe, la politique d'euthanasie, il conclut en disant « Dixi et salvavi animam meam ». Voilà, j'ai dit, et comme ça j'ai sauvé mon âme, maintenant vous faites ce que vous voulez. J'aime beaucoup. Donc les églises ne sont pas en dehors de ce mouvement. Voilà pour le contexte interne. Le contexte externe, à l'étranger, on défend aussi l'idée, hors d'Allemagne, que l'État doit mener une biopolitique. Une idée qui d'ailleurs se renforce après la Grande Guerre. Les législations sur l'euthanasie obligatoire d'État existent dans 26 États américains dès 1908. Et de 1908 à 1945, on stérilise de force 50 000 personnes dans ces États américains. Ça existe également en Suisse. Ernst Rüdin, d'ailleurs, qui est un des papes de la Rassenhygiene allemande et suisse. Cela existe également en Scandinavie, tout cela est bien connu. Après la Grande Guerre, ces politiques se renforcent, parce que là aussi, hémorragie, dégénérescence biologique, donc réaction des États. C'est après la Grande Guerre que les États-Unis mettent en place des quotas extrêmement sévères à l'émigration pour éviter l'afflux de va-nu-pieds et de gueux venus d'Europe centrale et d'Italie. La France, patrie des droits de l'homme, est le second empire colonial au monde, et lorsque vous écoutez, j'avais lu ça avec stupeur,
dans le livre d'Isabelle von Bultzing-Sloven, qui, comme son nom ne l'indique pas, est une historienne française, qui a travaillé sur la famine dans les asiles sous Vichy, un très grand livre qui s'appelle L'Hécatombe des fous. Isabelle von Bultzing-Sloven revient aux années 30 et elle livre des procès-verbaux de délibération du conseil municipal de Lyon ou du conseil général du Rhône, avec évidemment présent dans l'Assemblée Édouard Herriot. On ne fait pas plus humaniste que ça, hein, agrégé de lettres, radical socialiste. Édouard Herriot tient des propos d'une brutalité inouïe, qui ne cadre pas du tout avec l'image qu'on se fait de l'humaniste Radsock des années 30, qui a travaillé sur la littérature du XVIe siècle et qui est agrégé de lettres classiques. Et pourtant, hein, donc, des idées quand même très bien partagées. Pour ce qui est des idées aussi, et pour parler des États-Unis, Grant, un des plus grands théoriciens de l'eugénisme et de l'élimination des malades, est américain. Vacher de la Pouge est français. Francis Galton et Houston Chamberlain sont britanniques. Alors, pourquoi, dès lors, associe-t-on la politique du vivant dans ce qu'elle a de pire à l'Allemagne nazie? Il y a un phénomène qui tient un peu du bouc émissaire, qui consiste à dire, bon, c'est eux l'horreur, hein, c'est eux l'anomalie, ils ont fait des choses terribles, c'est pas nous, ni l'Europe, ni l'Occident, ni notre époque, c'est une déviation, c'est une anomalie dans ce grand procès de civilisation qui marque l'Europe depuis le XVIIIe siècle. Procès de civilisation d'ailleurs qui est théorisé de manière obstiné par un juif émigré, hein, Norbert Elias, qui quitte l'Allemagne en 1933 et qui théorise ce procès de civilisation, malgré tout, malgré la Grande Guerre et malgré le nazisme, en Angleterre entre 1936 et 1939, date de publication du procès de civilisation. Il y a aussi l'autre raison pour laquelle la terrible politique du vivant est associée aux nazis, c'est que les nazis, de fait, ont mis en application toutes les idées défendues par les darwinistes sociaux, les eugénistes, les racistes, les antisémites de tout poil, dans un temps très court et avec une brutalité inouïe. Lorsque on se penche sur la manière dont les nazis conçoivent leur action juridique, politique, militaire, policière, on se rend compte qu'ils se conçoivent, et ça apparaît dans toutes les sources, ils se conçoivent comme les médecins du corps allemand. Alors, médecins du corps allemand, on se dit que c'est une métaphore et que c'est pas si grave, c'est une image, ça permet pédagogiquement et didactiquement de dire quelque chose, sauf que les nazis, qui sont des garçons très sérieux et un peu littéralistes, et qui manquent généralement d'humour, ne mettent d'habitude pas trop de distance entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, et entre l'image et le mot et la chose. Quand ils disent qu'ils sont les médecins du corps allemand, ce n'est pas une image, ce n'est pas une métaphore. Hein. Dans une métaphore, il y a toujours une distance entre l'image et le réel. Là, il y a une confusion totale. Le Volkskörper, le corps du peuple, le corps de la race, c'est un corps, au sens le plus littéralement anatomique, physiologique, biologique du terme. C'est un corps. L'individu n'existe pas. Hein. Les médecins du corps allemand vont intervenir sur ce corps, parfois au détriment d'un individu, mais l'individu n'existe pas. Et on sait tous qu'un médecin peut parfois faire mal, peut parfois brûler une verrue ou arracher une dent carriée. C'est dommage pour la verrue, c'est regrettable pour la dent carriée, mais ça vaut toujours mieux pour la santé du tout. Et d'ailleurs, j'ai lu beaucoup de choses dans mes sources sur cette réadaptation, reformulation du serment d'Hippocrate, qui consiste à dire « nous respectons le serment d'Hippocrate, primum non nocere », sauf que l'objet de notre art, ce n'est pas l'individu n'existe pas. C'est le grand tout, c'est le grand corps. Tout cela sous la plume de médecins et de juristes qui sont les deux corporations choyées, gâtées, dotées à partir de 1933 de moyens considérables en matière de poste, de responsabilité, de crédit. Les juristes et les médecins, surtout les médecins d'ailleurs, et de prestige intellectuel, ces catégories-là sont les grandes gagnantes du Troisième Reich. Tout simplement parce que les nazis offrent aux médecins, disent aux médecins ce qu'ils veulent entendre. La politique est conçue sous le jour de l'art médical, la culture c'est la nature, nous sommes les médecins du corps allemand, les médecins sont ravis d'entendre parler ce langage-là, et ravis d'être dotés de responsabilités. La politique nazie, dans ce contexte... Oui, juste pour les médecins du corps allemand, un petit exemple. Werner Best,
qui est docteur en droit, un très brillant ethnocrate du Troisième Reich, qui est un des plus brillants cerveaux de sa génération, jeune d'ailleurs, à peine une trentaine d'années en 1933. Werner Best, qui est à la fois un théoricien et un praticien, parce qu'il va monter l'organigramme de la Gestapo, ce qui n'est pas rien, il va terminer général de la SS. Werner Best écrit en 1936 un article dans la revue Deutsches Recht, droit allemand, intitulé Die Deutsche Polizei, où il définit ainsi la mission de la police allemande. Il dit voilà, nous considérons et nous traitons, behandeln, le mot médical est utilisé, nous considérons et nous traitons toute divergence politique, le social-démocrate, le communiste, etc. Nous traitons toute divergence politique comme une déviance biologique. Voilà. Parce que, et ça c'est un autre juriste, Reinhard Höhn, qui livre l'explication, dans une race homogène, il n'y a pas de schizophrénie possible. Les schizophrènes sont les juifs, c'est une race mélangée physiquement, donc également, enfin c'est une non-race d'ailleurs, et donc intellectuellement et culturellement. Nous sommes parfaitement homogènes, nous nous confondons avec nous-mêmes. Nous avons une relation immédiate à nous-mêmes, physiquement et donc culturellement, et donc artistiquement et politiquement. C'est pour ça que l'art non conforme est dégénéré. C'est pour ça que le communiste et le social-démocrate est un malade, et un malade que l'on va soigner. Et les institutions de soins sont les camps de concentration, qui sont des institutions publiques, publicisées, qui font l'objet d'une large publicité dans la presse, dans les actualités cinématographiques, à titre d'avertissement, mais aussi parce que c'est un lieu de soins, le camp de concentration. Et c'est présenté ainsi. Hein, au grand air et à grands coups de pied dans l'arrière-train, on va vous rééduquer, on va vous soigner. Ce sont les centres de mise à mort qui sont des lieux secrets, pas les camps de concentration, qui sont des lieux publicisés. Les nazis donc mènent une politique immédiate de destruction de la maladie, destruction par prophylaxie avec la loi du 14 juillet 1933, et d'ailleurs ce n'est pas un hasard si le 14 juillet est choisi par les nazis comme date. Ce jour-là, le 14 juillet 1933, vous avez deux lois qui sont prises. La première, c'est l'interdiction de tous les partis politiques à l'exception du parti nazi. La deuxième, c'est la loi de la stérilisation obligatoire pour ceux qui sont considérés comme étant des malades héréditaires. Et dans les maladies héréditaires, vous avez la danse de Saint-Guy, l'alcoolisme, la fainéantise et la schizophrénie. Bon, on est un peu revenu depuis sur le caractère héréditaire de ces affections. Donc c'est le 14 juillet 1933 que l'on décide que dans les institutions psychiatriques et hospitalières, des commissions se réuniront pour proposer à la stérilisation des individus dont la pathologie ne doit pas se perpétuer, ne doit pas se transmettre. Idem, quelques mois plus tard, avec la loi du 24 novembre 1933, on étend ce nouveau droit commun médico-biologique non seulement aux malades, mais aussi aux criminels, voire délinquants, tout simplement, criminels récidivistes, qui sont considérés eux aussi comme étant des malades, comme ressortissant d'une biologie dégénérée. Prophylaxie, là encore, avec l'art dégénéré, puisqu'on l'écarte et on l'élimine des musées. Prophylaxie parce que voir de l'art dégénéré, ça influe sur votre esprit, donc ça peut vous faire dégénérer vous aussi, donc il faut le retirer de la vue assez rapidement. Prophylaxie, là encore, avec les fameuses lois de Nuremberg de 1935 qui interdisent la miction des sangs, le mélange des substances et des fluides. Et on se rend compte, avec tout cet arsenal législatif auquel travaillent des médecins, parce que des médecins sont requis par le ministère de la Justice, pour les lois de Nuremberg, par le ministère de l'Intérieur, pour les lois de 1933. Ce sont ces lois, donc, qui touchent tous les domaines de la vie et qui contribuent à la destruction de la maladie. Tous les domaines de la vie sont touchés, du plus intime, la sexualité, au plus abstrait, au plus sublime, les arts plastiques, l'art en général, toute production de l'esprit. Tout cela doit être assujetti à un traitement biologique. Ce qui frappe dans la politique nazie, c'est l'extrême rapidité. Dès 1933, tout se met en place. Bon. Et la brutalité dans la quantité de patients traités, puisque en Allemagne, dans l'Allemagne nazie, ce sont 400 000 personnes qui sont stérilisées en 12 ans, à comparer avec les 50 000 personnes stérilisées dans 26 États américains en un peu plus de 60 ans. Politique biopolitique négative, donc par l'éradication et par le soin. Politique également positive, on va dire, de production de la santé. La santé publique, les institutions de santé publique sont renforcées. La nutrition dans les écoles primaires fait l'objet d'une attention toute particulière, mais également les vacances pour le prolétaire et pour le petit employé allemand sont désormais prises en charge par l'État.
à travers ce gigantesque comité d'entreprise d'État qu'est l'association Kraft durch Freude, la force par la joie, qui va offrir des sorties au théâtre, des croisières sur la Baltique et en Méditerranée à des gens qui ne pouvaient pas se l'offrir auparavant grâce à une politique de financement par l'État de ces activités. On encourage également à la natalité avec en ligne de mire, après-guerre, c'est un projet que l'on médite entre 1933 et 1945, avec en ligne de mire un rétablissement possible de la polygamie germanique, germanische Mehrehe, qui est théorisée par des juristes, remède aux deux hémorragies que constituent la Première et la Seconde Guerre mondiale. Polygamie qui d'ailleurs se pratique dans l'entourage immédiat du Führer, puisque son secrétaire particulier Martin Bormann, qui est numéro 2 du Troisième Reich à partir de 1943, a plusieurs familles, et Heinrich Himmler aussi, qui en a 2, au moins. Alors, ces histoires de polygamie font beaucoup fantasmer. On voit souvent fleurir des films ou des documentaires là-dessus, mais alors, je sais qu'on me traite qu'aux riches, mais il ne faut quand même pas aller trop loin. Dans le cas du Troisième Reich, ils vont très loin eux-mêmes. Il ne faut pas aller jusqu'à imaginer des haras, comme on a pu le dire, des haras où on produirait de la substance biologique. Le projet n'a pas existé, la pratique non plus. Les fameux Lebensborn, ces fontaines de vie, qui sont instituées par la SS en 1935, sont tout simplement des foyers où l'on accueille les filles mères. On va contester la légalité ou la normativité judéo-chrétienne qui empêche la sexualité hors mariage. On va accueillir des filles mères ou des maternités extra-conjugales pour que les enfants soient recueillis par l'État et voués à la SS. C'est de simples institutions d'accueil, ce ne sont pas les haras que l'on a pu imaginer. Cette politique se poursuit et se durcit après la prophylaxie, la destruction, dans le cadre d'une opération qui s'appelle l'opération T4, c'est un nom de code, une opération non plus seulement de stérilisation, mais de destruction physique des malades physiques et mentaux estimés héréditaires. C'est en octobre 1939 que Hitler lui-même signe un ordre, il en signe très rarement, mais on a un ordre écrit, qui consiste donc à ordonner aux institutions psychiatriques et à la police et à la SS de tuer les malades incurables. De manière très révélatrice, cet ordre, qui date d'octobre 1939, est antidaté au 1er septembre 1939, c'est-à-dire la date exacte de l'entrée en guerre du Troisième Reich contre la Pologne et contre le monde, à vrai dire, puisque c'est le contexte de guerre qui justifie, qui légitime de se débarrasser des Ballast Existenzen, des existences inutiles, du lest biologique dont on ne sait que faire et qui ne fait que manger inutilement. La guerre nazie est conçue de fait comme une guerre à la maladie. Le registre métaphorique est omniprésent. Guerre contre la peste démocratique venue de l'Ouest, guerre contre le choléra bolchevique venu de l'Est. C'est une base continue rhétorique omniprésente, mais qui n'est pas seulement rhétorique, parce que je vous avais dit que les métaphores ont des effets de réel très immédiats, et par ailleurs, le réel tel qu'il est informé et produit par les nazis rencontre très vite l'imaginaire. Et c'est par là peut-être que j'aimerais conclure par cette acmé de la biopolitique nazie qu'est la Shoah. Quand on étudie le Troisième Reich, il est toujours intéressant de diachroniser cette période. 12 ans, c'est court, et c'est d'autant plus court avec la perspective temporelle qui nous en éloigne. Mais dans ces 12 ans, il y a une dynamique qui est à l'œuvre, il y a une diachronie, il y a une évolution. Et particulièrement dans le cadre de la politique anti-juive des nazis. Ce que veulent les nazis dès le départ, ce n'est pas la destruction physique, ce n'est pas le meurtre, c'est de se débarrasser des juifs. Les juifs doivent quitter le sol du Reich, du Altreich et puis ensuite du Grand Reich. Du Reich dans les frontières de 1938, puis dans ses extensions successives. Se débarrasser des juifs, ça veut dire les forcer à l'émigration de 1933 à 1939, avec des politiques de plus en plus coercitives, un réseau de normes qui va enfermer et rendre irrespirable l'air allemand pour les juifs, qui ne peuvent plus acheter du lait, acheter une baguette, acheter du pain, conduire une voiture, se baigner, avoir un doctorat, aller à l'université, enfin bref, une espèce de réseau normatif qui va peu à peu les enserrer et les étouffer, avec un coup d'accélérateur en 1938 à cause de l'Anschluss et à cause des Sudètes, puisque le Reich se développe, la population juive aussi, et donc on intensifie, on durcit cette politique. Mais la politique, donc, c'est la politique d'expulsion et
d'exclusion des Juifs. À preuve, les projets de la SS qui sont des projets d'émigration forcée, de déportation massive vers Madagascar, premier plan Eichmann en 1940, et quand on se rend compte que Madagascar n'est pas possible, vers le cercle polaire, dans un second temps, en 1940-1941. Là non plus, ce n'est pas possible, parce que Staline résiste. Dans un premier temps, il refuse, quand on est ami avec Staline, et puis quand on redevient ennemi avec Staline, la déportation, abandon massive prévue vers le cercle polaire n'est pas possible. Résultat de cette politique nazie extrêmement rapide de déportation, de déplacement de population et de ghettoisation, le résultat, c'est une situation sanitaire épouvantable en Pologne, dans le gouvernement général de Pologne qui sert de réservoir, de Judenreservat, de dépotoir à juifs dans les terres nazies. Situation sanitaire épouvantable parce que les ghettos sont surchargés et parce que concrètement, il y a de plus en plus de juifs dans un Reich en pleine expansion et qu'on ne sait plus quoi en faire. Et c'est dans ce contexte-là de problèmes sanitaires, et les sources le disent, ça devient un problème pour les Allemands eux-mêmes, parce que le typhus qui fait rage dans les ghettos du gouvernement général de Pologne ne s'arrête pas au mur des ghettos et vient contaminer des soldats allemands, vient contaminer des fonctionnaires allemands. Ça devient un problème pour l'occupant et pour la race des seigneurs elle-même. Et c'est dans ce contexte-là, de problèmes sanitaires d'autant plus massifs qu'on ne peut pas évacuer les Juifs à l'Est, parce que l'Est résiste, le front Est se stabilise en octobre-novembre 1941, que l'on décide, in fine, de détruire physiquement ce foyer de typhus qu'est la population juive. L'assassinat de masse qui se met en place d'ailleurs à partir de février-mars 1942 dans le cadre de l'opération Reinhardt dans le gouvernement général de Pologne, avec des ghettos qui se vident peu à peu de leur population grâce aux centres de mise à mort qui sont institués à Treblinka, Sobibor, Majdanek, Belzec, etc. Cet assassinat de masse est présenté d'ailleurs aux bourreaux et aux victimes comme une procédure biomédicale. Et c'est le coup de génie de Paul Weinling que je citais tout à l'heure, d'avoir vu le rapport qu'il peut y avoir entre des politiques biomédicales de filtration des infections des années 20, attendez avant de venir, on vous désinfecte, la douche, la vaporisation, etc. Faire le lien entre cela, cette expérience-là, qui est l'expérience des Polonais qui ont immigré et qui ont tous un membre de leur famille qui est passé par là, et la pratique des centres de mise à mort qui présentent les procédures ainsi aux victimes. On va vous déporter très à l'Est, mais comme on est allemand, comme on est médecin et comme on fait les choses proprement, on va vous désinfecter d'abord. Voilà ce que l'on dit aux victimes, et ça tranquillise de fait les victimes. Parce que, encore une fois, il y a une expérience familiale de ce genre de choses, et ça légitime les bourreaux qui s'apparaissent à eux-mêmes véritablement comme les médecins du corps allemand qui vont détruire un foyer typhique. Alors, au-delà de la Shoah, est lié à la Shoah le gigantesque projet d'empire à l'Est, développé par les nazis, projet d'empire qui est fondé sur une politique de gestion du vivant. Alors j'ai horreur de ce mot de gestion, parce que c'est un mot qui métastase partout dans notre monde contemporain, mais de fait, pour la politique nazie, c'est le mot adéquat. Les nazis sont des calculateurs, des réificateurs et des quantificateurs stricts, des capitalistes admirables qui mettent tout en équation et qui gèrent. Ils gèrent des flux, ils gèrent des stocks. C'est manifeste dans leur planification, dans le plan général pour l'Est notamment, qui est une succession d'équations où tout est quantifié, tout est compté, tout est mis en équation. Et le projet d'empire à l'Est, c'est un projet biopolitique de gestion du vivant, de gestion du fonds d'énergie que constitue la population slave que l'on va utiliser pour les fins économiques de l'empire colonial, esclavagiste et fortement ségrégé, bien sûr, qui est en voie de constitution. Les Slaves à l'Est, contrairement aux Juifs qui sont une population pathologique et pathogène qui doit faire l'objet d'un traitement médical, les Slaves, eux, sont neutres, c'est une masse biologique neutre. Weiße Neger, dit Heinrich Himmler, des nègres blancs. Bon. C'est une population neutre, pas dangereuse en elle-même, elle n'est dangereuse que quand elle est manipulée par les Juifs, disent les nazis, mais une fois qu'on a écarté le danger juif, les Slaves sont un simple fonds d'énergie que l'on peut exploiter et que l'on va gérer donc
comme une masse biologique, comme une substance que l'on va réguler. Le Generalplan Ost de la SS, dont je vous parlais à l'instant, prévoit d'ailleurs, dans ses planifications en équation, prévoit très clairement que, selon les besoins de l'économie du Reich, on va réguler cette masse biologique à l'Est avec des politiques de contraception et de famine, ou au contraire, des politiques d'alimentation et d'interdiction de la contraception, avec des projections à 10, 15, 20 ans, selon les besoins prévus de l'économie du Reich. C'est un stock que l'on va réguler. Par ailleurs, autre dimension biopolitique du projet à l'Est, après l'élimination des Juifs et la régulation du stock slave, la production de substances biologiques bonnes, de substances biologiques nordiques, qui va être permise par le réenracinement de la race nordique dans sa terre, dans une terre qu'elle avait déjà colonisée à la préhistoire, disent les nazis. Il y a vraiment un projet d'empire colonial par lotissement et dotation de terres à des paysans colons nordiques. J'en achève par là. L'originalité nazie, c'est pour ça que j'étais soucieux de mettre le nazisme en contexte, ne tient pas aux idées qui sont, encore une fois, des choses très partagées par notre temps et notre lieu. Les idées ne viennent pas des nazis, elles ne viennent pas d'Allemagne. Le darwinisme social, l'eugénisme, le racisme, l'antisémitisme, le capitalisme et le colonialisme ne sont pas des idées nazies ni allemandes. Mais par contre, l'originalité nazie, c'est de reprendre ces éléments-là, et dans un contexte très particulier qui est celui de l'Allemagne des années 20, une Allemagne en crise multiple et en traumatisme multiple, dans ce contexte-là, ces idées sont mises en cohérence, radicalisées, c'est-à-dire on plonge à la racine qui est la race, et ensuite ces idées sont mises en œuvre à des échelles proprement gigantesques et avec une rapidité et une brutalité qui s'expliquent par le fait que, contexte là encore, les nazis estimaient qu'il manquait de temps. Les nazis sont des suffocants constants qui paniquent et qui angoissent par le fait qu'ils n'ont pas le temps, qu'ils n'ont plus le temps. Ça fait 6000 ans que la guerre raciale se déroule, ça fait 6000 ans, disent-ils, que la race nordique est attaquée. On est arrivé à un stade terminal de l'agression généralisée contre la race nordique. Il faut réagir avec une brutalité et une rapidité inouïes. Dernier élément de la conclusion, importance de la contextualisation interne. Les nazis ne sont pas isolés en Allemagne dans ce qu'ils disent confèrent les églises et confèrent les différentes sensibilités politiques. Contexte externe, la comparaison internationale parle d'elle-même. Contexte intellectuel et culturel général de l'Occident post-1850, là aussi je n'y reviens pas. Et toujours important également, outre cette contextualisation, l'importance de rediachroniser le nazisme et de montrer qu'il y a des séquences, il y a des évolutions, il y a des dynamiques. Contextualisation, diachronie, voilà ce qui permet de faire à peu près un travail d'historien sur ces questions. Merci beaucoup.